Donc, j'ai commencé avec le poème Ozymandias de Pierre Shelley, écrit en 1817, parce qu'il parvient à exprimer en peu de mots l'immuabilité du temps. Donc, si j'ai commencé avec ce poème de Pierre Shelley, écrit en 1817, c'est parce qu'il prévient à exprimer en peu de mots l'immuabilité du temps. Si Ozymandias, davantage connu aujourd'hui sous le nom de Ramsès II, reste une figure historique incontournable, que reste-t-il aujourd'hui de son empire qui fut si grand, sinon des ruines? Le régime nazi, censé durer 1000 ans, en dure finalement 12 et laisse l'Europe exsangue et l'Allemagne en ruine, nous rappelle Wikipédia. On peut alors facilement se demander ce qu'il restera de notre civilisation dans quelques siècles, voire seulement quelques décennies, quand on regarde les menaces contemporaines. Le spectre du nucléaire du siècle dernier a été remplacé par les changements climatiques. On annonce que Venise sera inondée d'ici 2050, alors que l'Empire vénitien s'est déjà étendu jusqu'en Croatie et en Grèce. La grande barrière de corail au nord de l'Australie, qui a pris des millénaires à se former, n'aurait pas une bien plus grande espérance de vie. On peut dire que nos existences humaines ne sont que des étoiles filantes dans l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité elle-même ne représente que 2 minutes dans l'histoire terrestre. Dans l'entrelac des temporalités de Lucie Desjardins, Lucie explique que nous narrativisons généralement notre vie afin d'accepter notre mortalité prochaine et, jusqu'à maintenant, toujours inévitable. Ce phénomène était déjà visible dans les premières fictions, dans l'épopée de Gilgamesh, par exemple. La quête de l'immortalité est un enjeu fondamental. Au final, c'est la fiction qui permet à ces personnages épiques de transcender la mort, étant donné qu'on les lit toujours aujourd'hui. Je vais vous présenter 4 personnages. Le premier, Ozymandias, et le rêve démesuré du surhomme. Dans Watchmen, en pleine guerre froide, se manifeste un justicier masqué dont le nom est Ozymandias et le vrai nom est Adrian Veidt. Il ne cache nullement l'influence qu'ont eu pour lui Ramsès II et Alexandre le Grand. Son repère en Antarctique est d'ailleurs inspiré des cités antiques. Si, au début du récit, le personnage semble avoir pris sa retraite et être devenu un respectable homme d'affaires, il se considère en réalité comme le prophète silencieux de la fin du monde et veut devenir le sauveur de l'humanité. Il tente autant de contrecarrer le conflit nucléaire entre les États-Unis et l'URSS que de devenir le modèle dont pourra s'inspirer une nouvelle humanité utopique. Son idéal de vie ascétique ne l'empêche pas de développer une vanité démesurée et de décider de sacrifier la moitié des habitants de la ville de New York. Ironiquement, ce prophète de la fin produit finalement un tableau digne des pires, ou meilleurs selon le point de vue, apocalypse des plus grands peintres. Là, je vous ai mis une représentation du triangle de la mort de Bruegel. Et voici le résultat de la destruction new-yorkaise par Adrien. Lorsqu'il demande au Dr Manhattan, seul super-héros de l'œuvre, si tout s'est bien terminé à la fin, ce dernier rigole en lui disant que rien ne finit jamais. Je vais enchaîner tout de suite avec mon deuxième personnage et premier vrai super-héros, Dr Manhattan et la fatalité du jugement divin. Le démiurge bleu évolue en perdant un à un ses liens avec l'humanité. Comme il le déclare si bien Adrien à la fin de l'œuvre, pour lui, l'être humain le plus intelligent de la Terre ne signifie guère plus que son plus intelligent termite. On s'imagine bien peu entretenir une longue relation avec des insectes, sauf dans le cycle Les fourmis de Werber. Le super-héros mourien est aussi une critique directe à Superman, personnage dont tous les super-héros successifs sont finalement des variations expliquent null. Quand on regarde ses super-pouvoirs, Superman a une fonction sociale, au final, bien limitée. Même sans avoir lu de comics, on a tous cette image mentale de Superman arrêtant un voleur qui tient dans ses mains un sac avec un gros signe de $. Dessus. Évidemment, Superman affronte également des adversaires cosmiques, mais jamais les successives menaces de fin du monde ne changent vraiment le mode de vie nord-américain, surtout à l'époque où Watchmen est publié. Avec les pouvoirs qui sont les siens, Superman pourrait vraisemblablement régler la grande majorité des problèmes humains en une semaine. Marvelman, lui, parvient à un épisode de 25 pages.
Si Dr. Manhattan ne réalise pas d'utopie, comme Adrien le tente vainement, c'est qu'il ne fait qu'obéir au président des États-Unis dans un premier temps. Il permet au pays de remporter la guerre du Vietnam et de maintenir sa supériorité contre l'URSS. Les pouvoirs du super-héros lui permettraient aisément d'arrêter les bombes en les faisant simplement exploser. En plus de pouvoir modifier la structure atomique et ainsi pouvoir vaporiser n'importe quel objet, il peut se téléporter ou téléporter d'autres personnes, n'importe où, et voit en permanence présent, passé et futur. Ce don d'omniscience se révèle aussi une malédiction, le super-héros étant à la fois personnage et acteur jouant son rôle, connaissant d'avance toutes ses réactions. Le super-héros est aussi indestructible et éternellement jeune. Cette transformation en véritable super-god, terme que j'emprunte au BDS Morrison, peut paraître enviable, elle le coupe aussi du reste de l'humanité. Lors d'une soirée de bienfaisance, avec plusieurs justiciers masqués, le personnage bleu affirme qu'il n'y a rien de commun entre eux et lui. Seul Adrien l'intéresse alors. Sa première femme s'inquiète du fait qu'elle va continuer à vieillir tandis que lui va rester éternellement jeune. D'autant plus qu'on a moins tendance à pardonner la vieillesse des femmes que celle des hommes dans la culture. Son inquiétude est d'ailleurs parfaitement légitime puisque le Dr Manhattan est en train de se voir quelques années plus tard avec Spectre Soyeux II, une justicière qui a alors 17 ans. Sa seconde relation devient d'ailleurs de plus en plus difficile à mesure que le super-héros se désintéresse de l'humanité. Comme il explique au Rorschach quand ce dernier lui apprend la mort du comédien, mort ou vivant, un corps a le même nombre de particules. Structurellement, aucune différence observable. Vie et mort sont des abstractions non quantifiables. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Sa recherche en physique fondamentale l'occupe d'ailleurs de plus en plus, tandis qu'il est en train de mettre à jour une nouvelle découverte qui semble être compréhensible que pour lui. Il est aussi en train de s'apprêter à faire l'amour avec Spectre Soyeux II. Celle-ci est d'abord surprise qu'une troisième main vienne la caresser avant de découvrir qu'un troisième corps travaille toujours activement à ses recherches. Le décalage du super-héros est alors d'autant plus flagrant qu'il ne comprend pas vraiment où est le problème, ce qui provoque la colère de Laurie, mais indique qu'il est prêt à en parler. Par la suite, le personnage va s'exiler sur Mars pendant un moment qui semble-t-il pourrait être infini. Plus tard, il va chercher Laurie pour avoir une nouvelle conversation avec elle et la téléporte avec lui sur Mars. Lorsqu'elle manque d'oxygène sur les deux images de droite, il s'excuse en disant qu'il oublie souvent ce genre de détails. Au cours de la discussion, elle met accidentellement le doigt sur quelque chose de fondamental, soit le miracle de la vie, d'une infiniment faible probabilité statistique. À la fin de l'œuvre, il indique d'ailleurs à Adrien qu'il a décidé de créer la vie sur une autre planète, réalisant ainsi pleinement son rôle de démiurge. Ensuite, troisième personnage, Marvel Man, de la figure messianique à la figure paternaliste. Nombreux sont les super-héros messianiques, Superman le premier. Seulement, Alan Moore insiste dans sa première grande œuvre super-héroïque sur cette dimension. Autant le personnage peut incarner une abomination immensément inquiétante pour ceux qui détiennent le pouvoir, autant il peut représenter l'espoir et la fascination pour les autres protagonistes, le personnage étant capable de réaliser autant des transformations diégétiques que formelles. Avant de se poser en Dieu vivant, il doit d'abord s'affranchir de l'influence de certaines figures de pouvoir, le gouvernement, ce qu'il fait assez facilement, son créateur, son alter ego et sa némésis. Avant de continuer, il est d'ailleurs important de préciser que l'alter ego et le super-héros sont ici deux personnages distincts. Lorsque Moran prononce le mot Kimota, soit atomique à l'envers, il se transforme littéralement en un autre personnage qui est le super-héros. Ce qui va d'ailleurs donner lieu à un triangle amoureux entre le journaliste humain, sa femme Liz et le super-héros Marvel Man. L'alter ego finit par se sentir littéralement écrasé
par la comparaison avec cette figure super-héroïque qui est parfaite. C'est ce que réalise le gouvernement lorsqu'il tente vainement de l'arrêter. Jorgenza, son créateur, à la tête du projet Zarathustra, veut s'emparer de l'enfant de Marvelman et de Lise afin de transférer son esprit dans celui du nouveau-né, sans défense, et d'ainsi atteindre l'immortalité. De très belles mises en page montrent Jorgenza qui tente de piéger Marvelman dans un sommeil éternel, tandis que l'inconscient du super-héros lui envoie des indices pour lui signifier qu'il est en train de rêver. Et on parle d'une BD écrite en 82, entre 82 et 85, c'est-à-dire bien avant La Matrice. Lorsque Marvelman se réveille finalement, il va rapidement tuer cette figure paternelle dans une très belle scène en haut de la Terre en l'embrassant. La puissance et l'immortalité du super-héros sont d'autant plus visibles que les humains autour de lui sont très facilement éliminés. Il s'agisse d'alliés, d'opposants qui ne savent pas ce qu'ils font ou de personnages tiers. Ceci est encore plus vrai lorsqu'on observe les actions de sa Némésis. Si Marvelman pouvait menacer de détruire une ville britannique par heure, le super-vilain a transformé Londres en tableau d'apocalypse et le résultat parvient à être encore plus malsain et dérangeant que dans Watchmen. Donc ça, c'est, disons, le prologue, et ça, c'est vraiment le résultat qui prend la forme d'un tableau épouvantable. Contrairement à Marvelman, le super-vilain s'est constitué à partir d'un alter ego d'enfant, perturbant son développement normal, le personnage voulant à tout prix prouver sa toute-puissance et sa supériorité vis-à-vis du super-héros. Après avoir vaincu ses derniers adversaires, il est devenu l'être le plus puissant sur Terre et peut réformer notre manière de vivre. Il explique donc son plan dans l'intérêt universel à la première ministre du Royaume-Uni et à l'ONU. Devant l'ONU, une extraterrestre annonce que toutes les armes chimiques, biologiques et nucléaires doivent disparaître et seront donc envoyées sur le Soleil. Les différents conseillers trouvent la proposition très drôle jusqu'à ce que leur téléphone se mette à sonner dans la salle. À noter qu'alors que le conseiller américain s'adresse à une extraterrestre, il trouve le moyen de focaliser sur le fait qu'il s'adresse à une jeune femme, comme si ça la rendait moins compétente. Lorsque Marvelman mentionne qu'il faudrait restructurer l'économie mondiale devant le Conseil britannique, la première ministre l'interrompt, lui indiquant que c'est absurde car jamais ils ne pourront autoriser une telle interférence dans le libre marché. Les deux cases suivantes montrent le gros plan sur le visage de Marvelman qui répète le mot « permettre » en le regardant intensément, et le gros plan de la première ministre silencieuse n'osant maintenir ce regard. Le Supergod n'est pas en train d'expliquer un plan potentiel, il est en train d'annoncer ce qui va se produire prochainement. Si le plan en lui-même semble pertinent, le rapport de force dont fait preuve Marvelman est profondément malaisant, surtout que sa Némésis vient de dévaster la capitale et de provoquer un véritable trauma de par son omnipotence. Personne n'oserait questionner la surpuissance du super-héros ou l'affronter directement. Il continue d'ailleurs son discours en insistant sur, comme j'étais en train de dire, et en enchaînant avec divers impératifs. Sa collègue féminine lui reproche par la suite cet acte puéril et malveillant. Il n'était nullement nécessaire de l'humilier en lui rappelant qu'elle n'est qu'une faible mortelle. Comme elle lui dit si bien, ils sont censés être au-dessus de tout ça. Car être un supergod et bien posséder cette puissance, c'est aussi, dira Gamben, être capable de choisir l'impuissance lorsqu'il serait si facile de se montrer tout-puissant et d'écraser autrui par la simple manifestation de son pouvoir. Par la suite, sera mis au point un dispositif magico-scientifique permettant à tous de devenir supergods eux-mêmes, à l'image bien sûr parfaite de l'immortel super-héros. À la fin du récit, il domine la terre de son Olympe et fait l'amour dans les airs avec une supergod, appelée elle aussi dans son siège à devenir une divinité immortelle du Panthéon. Dernier personnage, Promethea, la porte de salut, la fin du monde. Le premier monde visible dans Promethea se révèle rapidement vide, superficiel, derrière sa façade
clinquante et dominée par les différentes sphères de pouvoir, le gouvernement, le patriarcat, le matérialisme. L'œuvre la plus consommée est celle du pauvre gorille triste que vous pouvez voir en haut au centre, où sont attendus les malheurs du pauvre singe qui se manifeste comme le divertissement le plus populaire. Un second monde qu'on retrouve plus à droite de l'écran existe et se retrouve dans l'ensemble du monde imaginaire. Il s'agit d'un espace en constante mutation où on retrouve autant les figures mythiques que les influences artistiques les plus diverses. Par exemple, il y a un chapitre qui est entièrement dessiné avec un style impressionniste. On a l'impression de se retrouver dans la nuit à Paris, c'est assez beau. L'héroïne Sophie Bang devient une des nombreuses Prométhéas, l'actuelle, et intervient dans les deux mondes. Elle n'a de cesse d'explorer des espaces possibles et de combattre ceux qui tentent d'instaurer la conformité. Que les possibilités narratives puissent tendre à se retrouver enfermées dans le cadre des cases est une métaphore facile à faire en BD. J'en ai moi-même souvent abusé, mais elle s'applique rarement aussi bien qu'à cette œuvre. Il s'agit vraiment de pouvoir démultiplier les visages et même les mondes possibles. Du moment qu'on puisse rêver ce monde, c'est un monde qui peut exister et un jour advenir. Ceci est bien visible dans le monde immatériel où se démultiplient les espaces à l'intérieur desquels tout peut s'exprimer. Plus on s'enfonce dans ce monde, plus on s'éloigne du premier, où les seuls héros qui habitent New York City sont des science-héros blancs, bien pragmatiques, qui refusent de voir Promethea œuvrer en dehors du cadre de la science. À la fin du 4e tome, une trêve est faite entre les autorités et la super-héroïne, qui dépasse de beaucoup les pouvoirs des autres justiciers humains. Elles ne doivent pas tenter de découvrir qui elle est, et elle n'utilise pas ses pouvoirs pour faire fusionner monde immatériel et matériel, ce qui déclencherait la fin du monde. Elle constate pourtant à nouveau leur ingérence, et il va de soi que l'action de l'identifier mènerait à son exécution immédiate, comme ce fut le cas de son ancienne amie et Némésis. Elle entraîne alors la fin du monde diégétique, produisant un choc métafictionnel qui ébranle les frontières même de la fiction. Sont alors visibles le scénariste, Alan Moore, le dessinateur et le lecteur qui permettent à l'acte de lecture de s'actualiser. Le nouveau monde semble fondamentalement meilleur. Le système formaté dans lequel évoluent les gens n'existe plus. Ces derniers se retrouvent libérés et davantage emphatiques par les possibilités que permet l'imagination amenée par la déesse. Cette dernière semble finalement insister sur l'importance de la mise en place d'une véritable écologie de l'imaginaire, dans la mesure où ce sont nos représentations qui nous permettent d'être au monde et surtout de le transformer. Après tout, qu'y a-t-il de plus immortel que la fiction? Dans Fromelles, en 1888, le médecin royal avertit son cocher de ne pas mépriser les dieux. En dépit de leur inexistence en termes matériels, ils n'en sont pas moins puissants, pas moins terribles. L'unique endroit où les dieux existent, sans aucun doute, est dans nos esprits, où ils sont incontestablement vrais, dans toute leur grandeur et leur monstruosité. Ce qui illustre Alan Moore est l'idée assez intéressante que tout vrai super-héros ne pourrait qu'entraîner la fin de son univers diégétique s'il utilise pleinement son potentiel. Qui voudrait vraiment observer Dr. Manhattan regarder la vie qu'il a créée en comprenant si approuver ni condamner, comme il le dit en parlant des trop compliqués humains. Marvel Man est une œuvre excessivement dense parce que le super-héros ne peut faire autrement que de transformer radicalement son univers narratif. Si beaucoup de ses alliés mortels trouvent rapidement la mort, lui-même est quasiment invincible et va détruire toutes les menaces de son univers en véritable prédateur. Après quoi, il ne lui faudra en effet pas longtemps pour réaliser son monde utopique, un monde vraisemblablement meilleur, en effet, mais au fondement dangereusement totalitaire. Promethea, elle, entraîne littéralement la fin du monde. La question de la rupture est fondamentale chez les trois supergods, car si l'immortalité est un vieux rêve de l'humanité, quel immortel doté de tel pouvoir voudrait vraiment évoluer aux côtés d'être aussi problématique et imparfait que nous? Je ne vais me contenter que de citer les injustices sociales et culturelles et les problèmes environnementaux actuels.
il serait assurément plus simple pour ces dieux vivants de nous transformer à leur image parfaite ou d'entraîner la fin du monde que de changer la nature humaine et sa volonté à tout contrôler. Après tout, comme l'écrit Miyazaki dans un autre œuvre sur les immortels, c'est le propre de l'homme de vouloir posséder tout ce qu'il y a entre ciel et terre. Je vous remercie.